Salam alaikum et bienvenue dans ce 11e cours. Nous sommes toujours dans le chapitre 4 et nous allons aborder la quatrième partie. Cette partie va être consacrée un peu aux applications, aux cas particuliers des réflexions et réfractions des ondes électromagnétiques à l'interface de deux milieux. Donc nous allons voir à la lumière de ce que nous avons fait au 10e cours, quelques situations particulières. Donc je vous recommande vivement de revoir en détail le 10e cours. Vous ne pourrez comprendre, vous ne pourrez suivre ce 11e cours si vous n'avez pas bien compris le 10e cours. Il est indispensable. Reprenons un peu la situation et pour vous rappeler qu'on a au cours précédent, nous avons démontré les relations de Snell-Descartes. Nous avons démontré que dans le cas d'une onde incidente qui arrive sur une interface, nous avons une partie qui est réfléchie et l'angle de réflexion doit être obligatoirement égal à l'angle incident. Et la relation de Snell-Descartes par rapport à l'angle transmis, à savoir N1 sinus θi égale à N2 sinus θt. Mais plus encore, nous avons établi les relations qui relient le rapport des amplitudes du champ électrique réfléchi par rapport à l'incident et transmis par rapport à l'incident. Et nous avons dressé une situation où on a deux cas de figure et que les autres situations ne sont qu'une combinaison de ces deux situations. La première, c'est que le champ électrique a une composante dans le plan d'incidence et cette situation qu'on appelle le transverse magnétique parce que le champ magnétique est perpendiculaire au plan d'incidence. La deuxième situation, c'est où nous avons un champ électrique qui est perpendiculaire au plan d'incidence. Cette fois-ci, c'est le champ électrique qui est perpendiculaire au plan d'incidence et qui est appelé transverse électrique parce que le champ qui est perpendiculaire au plan d'incidence et bien sûr, cela implique que le champ magnétique est dans le plan d'incidence. Et par ça, nous avons établi les relations qui déterminent le rapport des amplitudes du champ électrique réfléchi par rapport à l'incident, transmis par rapport à l'incident dans les deux situations, ce qui nous a ramené à établir 4 équations en fonction des indices de réfraction et des angles transmis et incidents. Maintenant, analysons un peu la situation d'une onde arrivée en incidence normale. Alors, si on sommes en incidence normale, c'est que l'angle d'incidence est égal, θi est égal à 0 et les relations de Snell-Descartes nous informent que θ de t doit être égal à 0 parce que N1 sinus θi est égal à N2 sinus θt. Si θi est égal à 0, forcément θt est égal à 0. Dans ce cas-là, les coefficients de réflexion et de transmission vont se simplifier et vont s'écrire de la manière suivante. De sorte que le coefficient de réflexion transverse électrique, on va trouver qu'il serait égal au coefficient de réflexion transverse magnétique précédé par un signe moins, qui serait égal à la différence des indices de réfraction N1 moins N2 sur N1 plus N2. Alors, il y a un petit problème, un petit hic à souligner ici, c'est que lorsqu'on est en incidence normale, vous imaginez bien qu'on arrive du mal à distinguer le transverse électrique du transverse magnétique. Et donc, on ne peut pas différencier une onde transverse électrique d'une onde transverse magnétique. Et le fait qu'on ait trouvé ça, c'est parce qu'il y a des problèmes par rapport au choix des références que nous avons prises. Donc, par convention, dans le cas d'une incidence normale, on ne parle plus de transverse magnétique et transverse électrique, on parle uniquement de
de coefficient de réflexion et on adopte cette relation R transverse électrique qui est R coefficient de réflexion N1 moins N2. Donc, dans cette situation, on fait attention au fait d'utiliser, dans le cas d'une incidence normale, juste le transverse électrique et le signe moins vient juste par rapport au choix du repère. Donc pour comprendre, il faut revenir un peu à l'équation initiale de passage. On a la relation qui dit que l'amplitude du champ électrique incident par sa partie tangentielle est égale à l'amplitude du champ transmis dans sa partie tangentielle aussi, moins la partie réfléchie dans sa composante tangentielle. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le champ réfléchi et le champ incident ont des signes opposés. Le champ réfléchi et le champ incident ont des signes opposés. Alors, exemple, si nous avons la propagation d'un rayonnement qui arrive de l'air vers du verre, le verre a un indice de réfraction d'environ 1,5. Alors, le coefficient de réflexion serait égal à 1 moins 1,5 sur 2,5 et on trouve moins 0,2. Et là, on confirme que dans le cas d'incidence normale, il faut adopter l'équation transverse électrique parce que l'expérience montre que le champ électrique réfléchi a une amplitude déphasée de pi, donc il est en opposition de phase. De plus, même l'équation, c'est-à-dire le problème, c'est qu'il faut revenir à l'état initial avant de faire les projections. Dans la convention, nous avons le champ incident est en opposition avec le champ réfléchi. Donc, cas particulier, en incidence normale, le coefficient de réflexion, il faut utiliser uniquement le coefficient de réflexion transverse électrique, auquel cas, ça sera faux. Donc, on a trouvé que dans le cas d'un rayonnement qui vient taper perpendiculairement sur du verre, l'amplitude réfléchie sera inversée parce qu'on a un signe moins et elle sera 0,2 fois l'amplitude du champ incident. Et donc, le signe moins nous indique, comme j'ai déjà dit, que l'onde réfléchie, et ce qui est observé expérimentalement, est déphasée de pi, c'est-à-dire la direction du champ est dans le sens contraire par rapport au champ incident. On parle de déphasage de pi. Par contre, si l'onde se propage du verre vers l'air, c'est-à-dire elle vient du verre et elle essaie de sortir du verre pour passer dans l'air, on va trouver un coefficient de réflexion qui est égal à plus 0,2. Donc il n'y a pas de déphasage dans le cas où on essaie de passer d'un indice plus réfringent vers un indice moins réfringent, où l'indice N2 est supérieur à l'indice N1. D'un autre côté, et sachant que la puissance rayonnée est proportionnelle au carré de l'amplitude, dans ce cas-là, on définit le coefficient de réflexion grand R qui est égal au carré du coefficient de réflexion d'amplitude. Et dans notre cas, on trouve que le coefficient grand R est égal à 0,04. Et comme le carré de l'amplitude est directement proportionnel à l'intensité lumineuse, qui est directement reliée à l'énergie, on remarque que seuls 4% de la puissance rayonnée est réfléchie dans le cas du verre. C'est-à-dire, lorsque nous avons un rayonnement qui arrive de l'air vers un verre, on a la partie, en incidence normale bien sûr, on a 4% de cette énergie qui revient, qui est réfléchie et revient à la source, et 96% de l'énergie est transmise dans le verre.
Alors, pour le coefficient de transmission, on applique les relations qu'on a déjà trouvées et nous avons θ I qui est égal à 0, θ T est égal à 0 et donc on obtient un coefficient de transmission qui est identique entre le transverse électrique et le transverse magnétique, ça ne pose aucun problème et qui vaut 2 fois N1 sur N2 plus N1. Dans l'exemple de passage de l'onde de l'air vers l'air, et dans le cas où nous avons pris un indice de réfraction de 1,5, on trouve un coefficient de transmission qui est égal à 0,8. Donc, 0,8 fois l'amplitude du champ incident est égal au champ transmis. C'est à peu près 0,8 fois EI. Donc, il faut comprendre ici pour le coefficient grand T, qu'on définit étant égal au carré du coefficient de transmission, pour pouvoir calculer la puissance transmise, il faut prendre en considération le changement d'indice de réfraction N1, N2. Et donc, il faut appliquer la relation que le carré du coefficient de réflexion plus le rapport N2 sur N1 fois le carré du coefficient de transmission, c'est lui qui est égal à 1. Donc la puissance réfléchie plus N2 sur N1 fois T me donne la puissance transmise. Dans notre cas, pour estimer la puissance transmise, il n'est pas correct de calculer directement par le coefficient grand T, puisque nous avons ici un changement d'indice de réfraction. Et donc, l'énergie qui a été transmise est proportionnelle au carré de l'amplitude transmise, mais avec un facteur qui est le rapport des deux indices de réfraction N2 sur N1. Et si on applique un 0,8 au carré multiplié par N2 sur N1, on trouve 0,96, soit exactement la puissance qui a été transmise. C'est 96% de l'énergie qui traverse le verre. Donc le verre permet de passer 96% de l'énergie contre 4% qui est réfléchi. Et je retrouve mon bilan énergétique, 96% transmise plus 4% réfléchi, ça me donne les 100% d'énergie reçue. 100% reçu, 4% réfléchi, 96% transmis. Donc faites attention, lorsqu'on va faire le bilan, il faut, dans le cas d'une incidence normale, il faut tenir compte de l'indice de réfraction dans le cas de la puissance transmise. Un deuxième cas particulier, si nous sommes dans une incidence normale, mais l'interface, elle sépare un milieu diélectrique d'un milieu conducteur parfait. Si on a un conducteur parfaitement poli, nous avons une onde qui arrive de l'air, du milieu 1, vers le milieu 2 qui est un conducteur parfait et bien poli, toute l'onde va être réfléchie vers l'extérieur et vers la source et aucune puissance ne va être transmise. Nous avons vu ça parce que nous avons dit que dans le cas d'un conducteur, il y a ce qu'on appelle l'effet de Paul et l'onde ne pénètre pas ou bien pénètre très peu dû aux effets de Paul que nous avons étudiés dans les cours précédents. Donc revenons à l'équation de passage précédente et nous avons imposé une amplitude transmise égale à 0. Ce qui fait que l'onde incidente, l'amplitude de l'onde incidente est égale à moins l'amplitude de l'onde réfléchie. Alors les deux ondes ont la même amplitude, c'est normal, mais elles sont de signes opposés et donc elles sont déphasées de pi. Si je vais réécrire la forme de l'équation de propagation du champ électrique, j'aurai le champ incident est égal à une amplitude E0 exponentielle I oméga t plus KY. Pourquoi plus KY? Puisque l'onde incidente arrive
vers les y négatifs aboutit au plan d'interface qui est égal, qui est à la position y égale à 0 et réfléchit vers les y positifs. Donc, puisqu'elle vient dans le sens, elle vient vers le bas, dans le sens des y négatifs, je suis obligé d'avoir un vecteur d'onde qui est égal plus k. Donc, parce que c'est moins k. Y, puisqu'elle se propage vers, suivant la direction des y, mais le champ, je le prends polarisé, par exemple, suivant l'axe EX. L'onde réfléchie aura comme amplitude E0 avec un signe moins. Nous avons vu que les relations de passage imposent un signe moins en amplitude. Et l'onde, comme elle sera réfléchie, elle va se propager suivant l'axe Y. Donc j'aurai KY dans le sens positif des Y. Et le champ, bien sûr, restera polarisé suivant la direction de EX. Juste, il va changer de signe. Et ceci, si je fais rentrer le signe moins, nous avons dit que le signe moins est équivalent en trigonométrie à un déphasage de pi. Donc, je pourrais réécrire mon champ réfléchi comme oméga t moins ky plus une phase qui est égale à pi. La même chose pour le champ magnétique, sauf que le champ magnétique, je peux l'écrire en fonction du champ électrique, ça sera N1 E0 sur C fois la partie qui symbolise la propagation, qui est oméga t plus ky. Je rappelle pourquoi plus ky, parce que l'onde, le vecteur d'onde est dirigé vers les y négatifs, donc j'aurai moins, donc plus ky. Pourquoi y? Parce que j'ai supposé que l'onde arrive en incidence normale, donc suivant l'axe y. Et comme le champ électrique était polarisé suivant l'axe x, le champ magnétique est forcément perpendiculaire à lui et donc il est suivant l'axe z. Rappelons que le k est suivant l'axe y et que les trois vecteurs sont perpendiculaires les uns aux autres. Pour le champ réfléchi, je trouve la même chose, N1 E0 sur C, oméga t moins ky. Ici, nous n'avons pas de changement de signe ni de phase. C'est les relations de passage qu'il impose. Alors, calculons un peu le champ total à l'interface, c'est-à-dire pour y égale pour y positif, c'est-à-dire sur l'axe de propagation à tout moment, puisque l'onde incidente va croiser en même temps l'onde réfléchie. Donc, elle va être sommée et le champ électrique sur les Y positifs, je fais la somme et j'obtiens EY exponentielle. Ici, je sépare l'exponentielle. L'exponentielle A moins B, c'est l'exponentielle A fois l'exponentielle de moins B, si vous voulez. Exponentielle A plus B est égal à l'exponentielle A plus l'exponentielle fois l'exponentielle de B. Donc, je sépare les deux exponentielles et je tire facteur commun E0 exponentielle I oméga. J'aurai E0 exponentielle I oméga facteur de exponentielle I ky moins c'est celui-là, exponentielle moins I ky. Alors, notez ici que j'ai gardé le signe moins au lieu d'introduire le déphasage à l'intérieur. Et une propriété mathématique bien particulière qui nous dit que lorsque nous avons exponentielle i fois a moins exponentielle i fois b, cela est équivalent à 2 fois i sinus a moins b sur 2 exponentielle i a plus b sur 2. Donc c'est un résultat mathématique qui est tabulé, il est connu à l'instar des autres relations trigonométriques. Et si on sait que I, en fait, je pourrais l'écrire en notation complexe
exponentielle i pi sur 2. Ça, c'est aussi les relations dans l'espace des nombres complexes. Je pourrais aboutir finalement au fait que exponentielle iky moins exponentielle moins iky pourra s'écrire de cette façon-là. J'ai juste appliqué la relation mathématique précédente que j'ai signalée. Et là, comme j'ai ky moins ky, j'obtiens exponentielle 0. Et là, ky plus ky sur 2, ça donne ky. Donc, j'obtiens en définitive ce qui était à l'intérieur des parenthèses, 2 fois sinus ky. Le i, je l'ai réécrit comme exponentielle i pi sur 2. I pi sur 2. Et donc j'obtiens ce qui était à l'intérieur des parenthèses est équivalent, est égal à 2 fois sinus ky exponentielle i pi sur 2. Donc de ce fait, notre champ va s'écrire, je remplace ça par ça, j'obtiens 2 fois E0 exponentielle I oméga t sinus ky exponentielle I pi sur 2. Donc, le champ électrique, en fait, va valoir 2 fois une amplitude sinus ky exponentielle I oméga t plus pi sur 2. Pour le champ magnétique, c'est la même chose, je fais la somme et ce que j'obtiens, c'est en faisant sortir un facteur commun N1 E0 sur C exponentielle I oméga t. Ce qui est à l'intérieur de ces parenthèses, je lui applique les mêmes relations mathématiques qu'on a rappelées, exponentielle IA plus exponentielle IB égale 2 fois cosinus A moins B sur 2 exponentielle IA plus B sur 2. Donc je rappelle, c'est des équations trigonométriques qui sont connues en mathématiques dans le domaine trigonométrique. Je n'ai rien inventé, c'est des équations qui sont tabulées. J'applique cette relation et donc j'obtiens 2 fois cosinus A moins B, ça donne ky plus ky sur 2, soit c'est ky. Et A plus B sur 2, j'obtiens 0, exponentielle 0. Exponentielle 0, ça donne 1. Et donc, j'obtiens exponentielle I oméga t, que nous avons fait sortir en facteur commun, précédé par un cosinus de ky. Et donc, notre champ magnétique B serait égal à 2 fois N1 E0 sur C cosinus ky exponentielle I oméga t. Alors, donc, si je ramène nos deux résultats et je les reprends en notation trigonométrique, donc exponentielle I oméga t, c'est cosinus oméga t, et exponentielle I oméga t plus pi sur 2, c'est cosinus oméga t plus pi sur 2, je me rends compte qu'en fait, le champ électrique a cette forme-là et que le champ magnétique a cette forme-là. Et ça a une importance capitale. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le terme de propagation. Il n'y a plus avec le oméga t, nous avons plus ou moins ky ou kz, le terme de propagation. Donc ici, il manque le terme de propagation dans le cosinus ou dans l'exponentielle i oméga t, ce qui veut dire que les ondes ne se propagent plus. Les ondes ne se propagent plus, elles sont devenues stationnaires. C'est des ondes qui sont stationnaires, elles ne se propagent plus. Et il n'y a plus le terme de propagation, le ky, plus ou moins ky, ça dépend du sens positif ou négatif. Les ondes sont de type stationnaire. Et l'amplitude de ces ondes stationnaires est modulée par un cosinus qui dépend de la position y. Et cette modulation est déphasée, comme vous pouvez le voir, de
pi sur 2. C'est-à-dire l'un est cosinus pour le champ magnétique et l'autre est un sinus. Cela signifie que l'amplitude du champ a des positions, pour certaines positions, elle est tout le temps nulle. Pour un certain Y, elle est tout le temps nulle. Si elle est tout le temps nulle, quel que soit le temps, on appelle ça les nœuds. Les nœuds. Et d'autres positions pour le champ électrique où nous avons une amplitude qui va rester tout le temps maximale, tout le temps sinus KY tout le temps égal à 1 et qu'on appelle les ventres. Et là, on va voir un phénomène, c'est qu'on aura des positions où on a zéro champ électrique et des positions où le champ est maximal et en passant par les positions intermédiaires. Alors la distance qui va séparer entre les deux positions où le champ est tout le temps nul, qu'on appelle nœud, est égale à la moitié de la longueur d'onde. Est égale à la moitié de la longueur d'onde. Et de la même façon, la distance entre deux ventres successifs est égale à la moitié de la longueur d'onde. Alors lambda, c'est la longueur d'onde. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? Que le champ électrique et le champ magnétique, dans ce cas-là, sont déphasés de pi sur 2. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner pour comprendre ce phénomène, cette situation assez particulière, sont les fours micro-ondes qui sont disponibles dans la plupart des maisons. Alors, le four à micro-ondes, c'est une enceinte métallique et juste à côté, généralement du côté droit, vous allez vous apercevoir un petit carré sous forme de matière pratiquement plastique. C'est de là, derrière ce cache, se trouve un oscillateur électrique qui génère des ondes électromagnétiques. Et lorsqu'il va générer les ondes électromagnétiques, ils vont venir taper en incidence normale sur un conducteur et ils vont être réfléchis. Donc nous sommes en présence d'une réflexion normale sur un conducteur, un très bon conducteur qu'on pourra assimiler à un conducteur parfait. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte qu'on va avoir création d'ondes stationnaires où on va observer cette forme de l'amplitude des ondes où, dans certains points, l'onde va rester nulle. Et l'onde va osciller localement. C'est-à-dire, elle va osciller comme ça, localement. Ça, c'est les ventres. Ça, c'est les ventres. Et ça, c'est les nœuds. Et l'onde va osciller uniquement localement. Il n'y aura plus de déplacement des nœuds ou des ventres. Elle va osciller localement. Et pour pouvoir observer ça, c'est beau de le dire, mais comment est-ce qu'on va s'en apercevoir? C'est simple. Il suffit de placer un plateau où vous allez râper du fromage râpé. Alors attention, mettez-le de sorte qu'il ne va pas tourner parce que remarquez ici, il y a un petit dispositif qui fait tourner les plats. Donc ici, ça a été mis sur un verre ou un bol de sorte que le plat ne va pas tourner. Parce que c'est pour ça qu'ils font tourner le plat. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez observer. En fait, ils font tourner les plats, c'est pour homogénéiser un peu la chaleur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque vous allez, au bout d'un certain temps, vous allez faire sortir votre plat, vous allez remarquer qu'il y aura des zones où le fromage a été fondu, des traits, et des zones où le fromage n'a pas été fondu. Alors, les zones où le fromage a été fondu correspondent au ventre, là où le champ oscille avec de grandes amplitudes. Et lorsqu'il oscille, il provoque de la chaleur et fait fondre le fromage. Par contre, dans les positions des nœuds, le champ est nul, est tout le temps nul. Et donc, ça ne fait rien. Et le fromage reste inchangé. La distance est là. Grâce à ça, vous pouvez même mesurer la longueur d'onde de votre oscillateur.
et qui correspond au double de la distance entre deux nœuds, puisque ici c'est un nœud, il n'y a pas eu d'échauffement de l'aliment. Ici, c'est un nœud et cette distance correspond à lambda sur 2. Ça, c'est la longueur d'onde. Donc, le four à micro-ondes, il émet des ondes qui vont se réfléchir sur la paroi et revenir. Attention, c'est calculé de sorte que ça reste un multiple de la moitié de la longueur d'onde. C'est un multiple de lambda sur 2 pour que ça réussisse. Et là, lorsque l'onde va être réfléchie, elle va créer des ondes stationnaires et vous allez avoir des amplitudes maximales dans certains points et zéro dans d'autres points. C'est pour ça que les constructeurs mettent les aliments en rotation pour en fait balayer toutes les zones de manière plus ou moins homogène. Donc vous savez maintenant que ici c'est un nœud, ici c'est un nœud. Là où ça n'a pas été fondu, c'est parce que ça correspond à un nœud. Là où ça correspond à une amplitude de vibration maximale, c'est-à-dire il y a transmission d'énergie, il y a un champ électrique très puissant, et donc ça fait fondre, ça fait de la chaleur qui fait fondre les aliments. Revenons un peu au coefficient de réflexion et de réfraction pour les angles quelconques, θ. Et si on trace la variation du carré du coefficient de réflexion et de transmission pour le transverse électrique et le transverse magnétique en fonction de l'angle incidente de 0 à 90 degrés, donc 0 incidence normale, 90 c'est incidence rasante, je remarque que la courbe bleue qui correspond au coefficient de réflexion d'une onde transverse magnétique s'annule à un certain point. Je l'avais déjà signalé dans le cours précédent et j'avais dit que nous allons voir ça plus tard. Donc, ici, nous allons nous intéresser à ce point où on a carrément annulation de la composante du champ réfléchi. Mieux, je remarque pour des valeurs d'incidence inférieures à 65 degrés, le coefficient de réflexion est très faible. Il n'augmente qu'à partir d'une certaine valeur, ce qui n'est pas le cas du coefficient de réflexion dans le cas d'une onde transverse électrique. Il est bien plus important. Alors, cette valeur qui fait annuler le coefficient de réflexion dans le cas du transverse magnétique s'appelle l'angle de Brewster. Ici, cette valeur où s'annule la composante du champ réfléchi dans le cas d'une onde transverse magnétique s'appelle l'angle de Brewster. Alors, calculons. Prenons la relation du coefficient de réflexion transverse magnétique, je le fais égal à 0 et j'obtiens la relation qui va me permettre de déterminer l'angle d'incidence pour lequel j'ai un coefficient de réflexion nul. Donc, N1 cosinus θ i est égal à N2, par exemple, N2 cosinus θ i est égal à N1 cosinus θ t. Alors, si on appelle l'angle d'incidence angle de Brewster, θb, c'est-à-dire l'angle pour que ce coefficient soit égal à 0, ce coefficient soit égal à 0. Dans ce cas-là, cosinus θb est égal à N1 sur N2 cosinus θ t. Et on va multiplier les deux membres par sinus θt pour essayer d'extraire un peu, d'arranger un peu les équations. Et j'aurai, en utilisant les relations de Snell-Descartes, sinus N1 θb égale à sinus N2 θt, angle incident, angle transmis. Je vais avoir, donc j'ai dit je multiplie les deux membres par sinus θt fois N2, sinus θt fois N1, alors sinus
N2 sinus θt, la relation de Snell-Descartes me dit c'est égal à N1 sinus θ incident qui est égal à θb. Donc, j'aurai N1 sinus θb cosinus θb égale au deuxième membre N1 cosinus θt sinus θt. Et qui va être égal, je simplifie N1 avec N1, sinus θb, cosinus θb, cosinus θt, sinus θt. Les relations mathématiques trigonométriques me disent que sinus 2 fois A est égal à 2 fois sinus A, cosinus A. Regardez, cosinus, cosinus, sinus, sinus. Donc, ça, c'est égal à 1 demi sinus 2 fois θb. Le deuxième membre, la même chose. Cosinus θt, sinus θt, donc c'est 1 demi sinus 2 fois θt. Je simplifie les 1 demi, 1 demi. Et attention, on ne simplifie pas le 2 qui est à l'intérieur. Alors, on aboutit à la relation sinus 2 θb est égal à sinus 2 θd. Si sinus alpha est égal à sinus bêta, alors sinus alpha est égal à sinus bêta uniquement si deux possibilités. Soit alpha est égal à bêta, donc soit 2 θb est égal à 2 θt, et donc θb égale à θt, ce qui est impossible au vu des relations de Snell-Descartes. θb ne peut pas être égal à θt, donc cette solution ne peut être acceptée. Soit que 2 fois θb est égal à pi moins 2 fois θt. Donc, si nous avons sinus alpha est égal à sinus bêta, soit alpha égale à bêta, soit alpha égale à pi moins bêta. Donc, c'est les relations trigonométriques qui l'imposent. Première solution, elle n'est pas acceptée parce qu'elle est en contradiction avec les relations de Snell-Descartes. N1 sinus θb égale à N2 sinus θt. Et donc, je suis obligé de garder la deuxième solution. Donc, θb est égal à pi sur 2 moins θt. Donc, je divise par 2, j'obtiens que θb plus θt est égal à pi sur 2. Ainsi, à l'angle d'incidence qui est égal à l'angle de Brewster, la somme entre l'angle incident plus l'angle transmis est égal à pi sur 2, et comme l'angle incident est égal à l'angle réfléchi, l'angle que fait θt avec l'onde réfléchie est égal à pi sur 2. Donc, incident plus transmis est égal à pi sur 2. Comme l'incident est égal à réfléchi, donc l'angle réfléchi plus l'angle transmis est égal à pi sur 2. L'angle Brewster correspond au fait que l'onde réfléchie fait un angle de pi sur 2 avec l'angle transmis. Alors, on va remplacer dans l'équation 20 pour essayer d'en tirer une relation plus subtile. Donc, je remplace N2 sinus θ incident égale à N1 cosinus pi sur 2 moins θ Brewster. Donc, j'ai remplacé θt par pi sur 2 moins θb. Et donc, j'obtiens N1 sinus θb soit N2 cosinus θi, le premier membre, sachant que θi c'est θb, θi c'est θb. Au premier membre, cosinus pi sur 2 moins quelque chose, c'est sinus, cet angle-là. Et donc, je fais le rapport, tangente, l'angle de Brewster est égal à N2 sur N1. Pour connaître l'angle de Brewster, il suffit de calculer l'arc-tangente du rapport entre les deux indices de réfraction N2 sur N1. N2 sur N1. Tangente l'angle de Brewster est égale au rapport des indices de réfraction N2 sur N1. Par exemple, dans le cas d'une interface RO, donc l'eau qui a un indice de réfraction de 1,33, l'angle de Brewster correspond à 53,06 degrés. Donc si l'angle tape avec une incidence de 53,06 degrés,
la composante réfléchie transverse magnétique est égale à 0. Aucune composante transverse magnétique ne sera réfléchie. Alors, cette valeur de l'angle d'incidence nous informe que la partie verticale, la polarisation verticale, c'est-à-dire la composante transverse magnétique, donc le champ qui vient dans le plan d'incidence, sera nul. Seule la composante du champ transverse électrique, donc la valeur la composante du champ qui est horizontale, sera réfléchie. Donc de manière globale, pour des angles inférieurs à 65 degrés, des angles d'incidence 65 et plus bas, on a un coefficient de réflexion transverse magnétique qui est inférieur à 0,09. Et il s'annule carrément pour θ égale à 53 degrés. Alors, cette valeur, je rappelle, elle est prise dans le cas d'une interface R vers l'eau. Si vous changez d'interface, par exemple dans du verre ou d'autres, du cristal, du quartz, on aura d'autres valeurs. Donc chaque caractéristique, chaque indice de réfraction va me donner une valeur de Brewster différente. Alors, si j'ai une réflexion sur une surface d'eau, pour des angles de réflexion inférieurs à 65 degrés, j'ai une diminution de la composante du champ qui est dans le plan d'incidence et sans incidence sur la partie qui est perpendiculaire au plan d'incidence. Donc, on va observer un phénomène qui est la polarisation de la lumière réfléchie. Cette lumière, lorsqu'elle va être réfléchie sur une surface d'eau, par exemple, ou sur du verre, elle va garder uniquement la composante qui est parallèle au plan de réflexion. La composante perpendiculaire au plan de réflexion va être très faible, voire nulle. Et donc, la lumière réfléchie sur une surface d'eau va être polarisée, et cette polarisation, elle est dans la direction du plan, c'est-à-dire elle est parallèle au plan d'interface entre les deux milieux. Donc si on utilise des lunettes qui ne laissent passer que les champs électriques ayant une polarisation verticale, on va carrément éliminer toute cette réflexion. Et c'est ça ce qui se passe comme application dans plusieurs domaines, à savoir dans la photo artistique. Nous avons parlé de la polarisation dans des cours précédents. Ce qui se passe en utilisant des lunettes de pêche polarisées ou des lunettes de conduite polarisées. Ces lunettes de conduite vont éliminer la composante du champ électrique transverse électrique et en éliminant cette composante, je vais éliminer carrément la réflexion, puisque la réflexion ne va composer que de cette composante. Le murakiba qui est perpendiculaire au plan d'incidence qui existe dans le cas d'une réflexion. Donc si j'utilise un filtre ou des lunettes polarisées dans le sens inverse, je ne vais plus voir de réflexion. Et je prends cet exemple, regardez la différence. Ici, je prends la photo où je regarde cette surface d'eau sans filtre polarisant et j'ai une forte lumière réfléchie. Cette lumière réfléchie, elle est polarisée et puis elle est polarisée avec un champ qui est parallèle à la surface de l'eau. Et la composante deuxième, elle est éliminée parce que le coefficient de réflexion est très faible. Dans ce cas-là, alors, si j'utilise un filtre polariseur, pour éliminer cette composante unique qui reste,
je peux éliminer carrément cette réflexion et je peux voir ce qui se passe sous l'eau parce que j'ai éliminé la réflexion et ça me permet de mieux voir, de mieux apprécier ce qu'il y a en dessous de l'eau, ce qui est très pratique pour les pêcheurs. Ou dans le cas de la conduite, où la réflexion sur la chaussée ou sur les flaques d'eau permet de déranger le conducteur. Là aussi, vous voyez la réflexion sur les surfaces d'eau, la même chose sur la surface de la chaussée, et elle est polarisée. Si j'utilise un filtre croisé, donc en direction opposée de la composante qui reste de la réflexion, j'aurai la même figure, mais sans la réflexion. Regardez que j'ai éliminé la réflexion parce que lorsque la lumière se réfléchit sur une surface luisante, elle devient polarisée et elle garde uniquement la composante parallèle à la surface qui sépare les deux milieux. Et avec un filtre placé en mode inverse, je vais éliminer et je ne vais éliminer que les ondes électromagnétiques qui ont une composante parallèle à la surface, en l'occurrence les ondes réfléchies. Et ça permet d'avoir une conduite beaucoup plus en sécurité. Quatrième point de notre étude des cas particuliers, nous avons vu que lorsque, vous avez vu ça, même dans le semestre passé, lorsqu'on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, par exemple, lorsqu'une lumière est dans du verre et essaie de sortir vers l'air, elle passe d'un milieu avec un indice supérieur vers un indice inférieur. Alors, le passage d'un indice élevé vers un indice plus bas impose, dans les lois de Snell-Descartes, un angle limite. Si l'onde arrive avec une incidence supérieure à cet angle limite, par exemple dans le cas O vers R, l'eau 1,33 vers R, on a un angle incident limite d'environ 48,75 degrés. C'est-à-dire, si l'onde arrive avec une incidence supérieure à cette valeur, elle sera complètement réfléchie et elle ne pourra pas sortir de l'eau ou du verre parce qu'il a un indice beaucoup plus important que le milieu qui vient d'après. Je vous renvoie aux équations de Snell-Descartes et vous pouvez le démontrer tout seul. Donc avant, on a une partie réfléchie, une partie transmise. Alors vous voyez l'angle d'incidence avec l'angle réfracté, mais dès que vous arrivez à l'angle limite, toute l'onde va être réfléchie et va être prisonnière à l'intérieur de ce milieu. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les fibres optiques, on arrive à transmettre dans les fibres optiques de la lumière qui contient de l'information en faisant des courbures, des virages, des rotations sans que la lumière ne sorte de la fibre et donc perde de l'information puisqu'elle part d'un milieu fort d'indice de réfraction vers un milieu plus faible et dans ce cas-là, lorsqu'elle arrive avec des angles d'incidence plus élevés que l'angle limite, elle sera automatiquement réfléchie et donc sera maintenue à l'intérieur de cette fibre optique. Donc, vous avez une onde qui arrive sous l'eau, elle tape à la surface qui sépare l'eau et l'air. Si elle vient avec un angle supérieur à ça, elle va être réfléchie. Ça, on a bien compris. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe pour cette onde réfléchie. Donc, onde d'incidence supérieure à l'angle limite, l'onde va être réfléchie dans le milieu 1. Elle ne pourra pas sortir du milieu 1, même si le milieu est transparent, elle ne pourra pas en sortir.
Alors, si je calcule le carré, alors nous savons que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Donc, cosinus carré, ça c'est les règles trigonométriques. Cosinus carré, c'est toujours égal à 1 moins sinus carré θt au carré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer par les relations de Snell-Descartes. Donc, j'aurai cosinus θ au carré égale à 1 moins n1 sur n2 sinus carré θ incident. Nous avons vu que ça, je rappelle, ça, c'est les relations trigonométriques. Cos carré plus sinus carré égale à 1. J'ai juste fait passer le sinus carré au deuxième membre. Donc, cos carré égale à 1 moins sinus carré θt. Or, sinus θt, en appliquant les relations de Snell-Descartes, c'est égal à n1 sur n2 sinus θ. Qu'on élève au carré, j'aurai au carré n1 sur n2 sinus carré θi. Très bien. Je me rends compte que cette relation n1 sur n2 sinus θi est supérieure à 1. Donc, cette relation au carré est supérieure à 1, ce qui fait que 1 moins n1 sur n2 sinus θ, le tout au carré, est un nombre négatif. Pourquoi elle est supérieure à 1? Parce qu'on a dépassé l'angle limite. Et c'est ça le hic. On a dépassé l'angle limite. Donc, n1 sur n2 sinus θi est forcément supérieur à 1. Ce qui fait que le carré de θt est un nombre négatif. Si le carré est un nombre négatif, ça veut dire que θt est un nombre imaginaire. Alors, remplaçons θt par i alpha. C'est un imaginaire pur. Donc, remplaçons cosinus θ par i alpha et réécrivons les coefficients de réflexion. Nous avons vu que le coefficient de réflexion transverse magnétique, par exemple, s'écrit de cette façon-là. Prenons cosinus θ. On a vu que le cosinus θ devient un nombre imaginaire. Je le remplace par i alpha. Là, je me rends compte que le coefficient de réflexion devient un nombre complexe. Si je calcule l'argument, le module de nombre complexe, je le trouve égal à 1. Je peux le vérifier. Le module du nombre complexe, c'est égal à 1. Donc, en amplitude, j'ai une réflexion totale. Maintenant, comme c'est un nombre complexe, il a un argument. Et s'il a un argument, ça veut dire qu'il y a exponentielle i fois phi. Et s'il a un argument, cela veut dire qu'il y a un déphasage. Et le déphasage va dépendre de l'angle incidente. Donc, ce qu'on cherche à prouver ici, c'est que lorsque on passe d'un milieu d'indice élevé vers un milieu d'indice plus faible, il y a un angle limite, et si on dépasse cet angle limite, on aura réflexion totale. La réflexion totale, elle est accompagnée d'un déphasage entre l'angle incidente et l'angle réfléchi. Et ce déphasage est fonction de l'angle d'incidence. Donc, sur ce, on s'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Je suis bien sûr à votre écoute. S'il y a quoi que ce soit comme question à poser, nous en discuterons plus tard. Portez-vous bien et à bientôt.